Mais Spielberg n'en avait pas pour autant fini avec les récits historiques. C'est pour ça que 3 ans plus tard, il réalisera Le Pont des Espions. Avant de parler de ce film, un peu de contexte. Durant la guerre froide, l'Allemagne était divisée entre 2 pays, la RFA, République fédérale allemande, qui appartenait à l'Ouest et alliée aux États-Unis, et la RDA, République démocratique allemande, qui appartenait à l'Est et au bloc soviétique. À Berlin, cette scission était également présente et a conduit à la mise en place d'un mur nommé le mur de Berlin. Mais contrairement à ce qu'on peut penser, le mur n'était pas infini. Je veux dire, il traversait pas totalement Berlin. Il y avait quelques parcelles qui étaient restées ouvertes afin que les 2 blocs puissent effectuer des échanges en cas de besoin, comme des échanges de prisonniers. L'un des endroits les plus célèbres pour ces échanges est le pont de Glienicke, surnommé le pont des espions, parce que c'était sur ce pont que des espions étaient échangés contre des prisonniers, et c'est sur ce pont qu'a eu lieu l'échange que nous raconte ce film. En 1962, Gary Powers, un pilote d'avion espion, est fait prisonnier alors qu'il survolait le bloc soviétique. En échange de sa libération, l'URSS réclama l'espion soviétique William Fisher, plus connu sous le nom de Rudolf Abel. Il faut savoir que Rudolf Abel devait à la base être exécuté aux États-Unis, mais son avocat avait réussi à lui obtenir seulement une peine de prison à vie. Seulement entre guillemets. Mais ce fut une aubaine pour l'échange dont parle ce film. Car oui, le film est une adaptation de l'histoire de cet échange. Ce sera d'abord un premier script de Matt Charman qui plut beaucoup à Spielberg qui se mit à la réalisation du film, même si par la suite le script sera réécrit par les frères Coen. D'ailleurs, par souci d'être proche du réel, le fils de Francis Gary Powers, Francis Gary Powers Jr., a participé au film en tant que consultant. Il a le droit à son petit caméo. Il devait y avoir une première adaptation en 1965. Mais entre l'abbé des cochons et la crise des missiles de Cuba, la boîte de production a senti très moyen le fait d'envenimer les choses. Le duo de personnages principal sera incarné par Mark Rylance et Tom Hanks, qui revient pour sa 4e collaboration avec Steven Spielberg. Nous retrouvons également Amy Ryan, Alan Alda et Eve Hewson. Globalement, le film fut un succès critique et commercial. Rien de marquant, mais globalement apprécié par les critiques et le public. Mérité ou pas, nous allons voir ça. De quoi parle ce film ? James Donovan est avocat et doit représenter Rudolf Abel, un espion soviétique dans un procès qui ne peut que perdre. Il parvint malgré tout à lui éviter la peine de mort, ce qui sera utile pour l'échange avec Powers, un pilote d'avion détenu par les Russes. Le film peut être divisé en 2 parties franchement distinctes dans leur genre. La première partie est plus proche d'un drame biographique, avec la défense de Rudolf Abel au procès. La seconde partie, par contre, est clairement un film d'espionnage avec l'échange des 2 espions. C'est dans cette première partie que le film va se montrer le plus critique envers les États-Unis. Mais quand je dis critique, cela faisait longtemps que Spielberg n'avait pas été aussi critique envers le gouvernement américain. Depuis une dizaine d'années en fait. Et ce film est là pour revenir en force vers la critique des États-Unis pendant la guerre froide. Le film dénonce beaucoup de choses de la société américaine. D'abord, son hypocrisie, dans le fait qu'elle veuille faire un procès fantoche pour dire « Ouais, on a exécuté un gars, mais il a eu d'abord un procès. » Jim, cet homme est un espion soviétique. Présumé. Allons, maître. Monsieur le juge. Bien sûr, nous saluons tous le fait de vous attaquer à une tâche ingrate. Respectons les règles de procédure, mais cessons de nous raconter des histoires. Cet homme bénéficiera d'une défense compétente. Et si Dieu le veut, il sera reconnu coupable. Il est aussi dénoncé par la haine de la société américaine envers quelqu'un qui ne se laisse pas embarquer par la paranoïa contre les Russes. Qu'est-ce que vous faites à votre famille? Je vous demande pardon? Vous continuez à défendre ce type. Pourquoi vous vous battez pour lui? Ça va. Arrêtez, officier. J'arrête rien du tout. 3e vague d'assaut au Mahdi. Ça vous dit quelque chose, mon pote? Moi aussi, j'ai servi dans l'armée. Vous le défendez. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire? Contentez-vous de faire votre travail de policier. Allez, toutes mes excuses. Sortons. Allez. Ça va, laissez tomber. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire?
Dehors, officier. Toutes mes excuses. Et c'est la troisième point évoqué et critiqué sur la société américaine, c'est la propagande effectuée pour rendre la population paranoïaque sur la menace nucléaire russe. Vous devez savoir ce qui se passe quand une bombe atomique explose. Il y a une lumière très vive, plus vive que celle du soleil. Elle peut fracasser des immeubles, briser des fenêtres dans toute la ville. Mais si vous vous mettez à couvert comme la tortue, vous serez plus en sécurité. Il existe deux sortes d'attaques, avec alerte et sans alerte. C'est aussi dans cette partie que le montage du film est le plus intéressant. À plusieurs reprises, le film va effectuer des transitions très habiles vers des scènes qui vont nous donner le ton concernant l'environnement dans lequel on se trouve. Veuillez vous lever. Je prête allégeance au drapeau de notre pays, les États-Unis d'Amérique. Et afin de mieux retranscrire la ville de New York dans son ambiance, il n'y a pas de musique durant les 20 premières minutes du film. Ça rend le film plus réaliste. D'ailleurs, le film n'hésite pas à faire dans la symbolique pour accentuer l'oppression. Prenez exemple là-dessus où nos deux protagonistes sont symboliquement enfermés dans une petite case tout en étant séparés dans un immense espace. Comme si chacun de leurs pays respectifs les enfermait. Mais dans la mise en scène, ça reste quand même assez basique, si ce n'est les décors et les environnements qui vivent très bien, dont on ressent très bien le contexte de l'époque. Mais là où le film va se faire plaisir question mise en scène, c'est dans sa seconde partie. Si vous avez suivi mes vidéos, vous saurez que la chose qui m'a le plus gêné dans le film Lincoln, c'est l'absence de grandiose. L'absence de fait qu'il n'y ait pas de grand plan, de cadre large, qui montre l'ampleur de la chose qui est en train de se dérouler. Et dans ce film, on ose plus faire ce genre de cadrage. À plusieurs reprises, surtout dans la deuxième partie, le film va utiliser des grands angles pour nous montrer l'ampleur et parfois le macabre de la situation. C'est aussi dans cette partie que les pays en opposition sont un peu plus mis sur un pied d'égalité, et pas dans leurs meilleurs auspices. Entre les États-Unis qui sont prêts à sacrifier quelqu'un pour leurs intérêts, la Russie qui cherche à arnaquer à tout prix les autres, et l'Allemagne qui cherche à foutre la merde pour qu'enfin ils soient reconnus comme nation, autant vous dire que les gouvernements ne sont pas à leur avantage. Tout cela a pour but de mettre en avant l'humain, de mettre en avant le personnage de James Donovan, qui est peut-être un peu trop montré comme un Gary Sioux. Je veux dire, j'ai pas l'impression qu'on lui ait mis des défauts dans cette histoire. Il est peut-être un peu trop montré comme un surhomme. Même si les faits relatés dans ce film sont vrais. À ce titre, j'ai préféré le personnage de Rudolph Abel. J'ai adoré son côté, pas je m'en foutiste, mais plutôt le côté, est-ce que ça va servir à quelque chose de paniquer en sachant qu'un sort funeste m'attend? Vous n'êtes jamais inquiet. Ce serait mieux. Mais il faut le reconnaître, en termes de personnages, ce n'est vraiment pas ça. Le film manque cruellement de subtilité dans son écriture, et avouons-le, ça alourdit le film. En termes de défauts, j'aimerais ajouter la gestion de la lumière. Je trouve que certaines scènes sont beaucoup trop surexposées, ce qui gâche certains dialogues. En ce qui concerne les thématiques, en plus de la critique virulente envers les États-Unis, nous avons, vous l'aurez deviné, la thématique sur la famille. Et ici, elle est un peu lointaine. De ce que l'on retient surtout, la famille est surtout vue comme un dilemme. Et peut-être aussi comme une manière d'illustrer les conséquences que la propagande américaine fait sur la famille en mettant la paranoïa sur la menace russe. Qu'est-ce qui se passe ici? Écoute, papa, c'est très important. Quand la guerre commence, la première chose qu'ils vont songer à faire, c'est couper l'eau courante et l'électricité. Alors je crois qu'on devrait laisser ça rempli d'eau. Et utiliser la douche de votre salle de bain, l'évier du bas, le tuyau d'arrosage du jardin. C'est une bonne idée. Mais Roger, je crois qu'il n'y a vraiment pas de raison de t'inquiéter pour ça. Oui, mais quand on entendra les sirènes, on n'aura peut-être pas le temps de remplir les lavabos et la baignoire. Il n'y aura pas de sirène, Roger.
En somme, Le Pont des Espions est un film honnête qui a bien mérité son succès. Et un succès chez Spielberg, c'était pas de trop au vu de son prochain film, qui va être son plus gros four. On va parler du Bon Gros Géant. Mais d'abord, connaissez-vous Roald Dahl? Roald Dahl est un écrivain du début du XXe siècle, spécialisé dans les livres pour enfants et les littératures jeunesse, dont il est un nom incontournable. Tout comme Philip K. Dick et H.G. Wells, que l'on a évoqué plus tôt, c'est un auteur dont beaucoup d'œuvres ont été adaptées au cinéma. Les Gremlins, James et la pêche géante, Sacrée sorcière, Charlie et la chocolaterie, Fantastic Mr. Fox, tout ça, ce sont des adaptations des romans de Roald Dahl. Et évidemment, le film du jour aussi, à savoir Le Bon Gros Géant. Le Bon Gros Géant, qui avant d'être cette adaptation en 2016, fut un film d'animation en 1989. They's guzzling up human beings every night. Human beings? Yeah, human beings, like you is. Bon. C'est en 1991 que le projet du film Le Bon Gros Géant avait commencé à se mettre en place par Frank Marshall et Kathleen Kennedy. À la base, ce film devait être produit par la Paramount Pictures et un premier scénario fut écrit par Robin Swicord et Nicolas Kazan. Scénario qui aura des réécritures en 2001 par Gwyn Laurie. D'ailleurs, à l'époque, le rôle-titre devait revenir à Robin Williams. Le souci, c'est que la technologie de l'époque n'arrivait pas à donner un rendu assez convaincant. Et donc, le projet fut mis en attente jusqu'en 2011, où on remettra le projet en réécrivant le script par Melissa Mathison. 3 ans plus tard, Steven Spielberg est choisi pour réaliser le film dont il connaît bien l'œuvre originale, puisqu'il la lisait à ses enfants. Ça devait être à la base John Madden, mais ce dernier préféra se concentrer sur India Palace, Suite Royale. Mais là où le film deviendra vraiment une première pour le réalisateur, ce sera en 2015, car c'est là qu'une autre boîte de production se joindra à l'élaboration du film, une boîte de production avec laquelle Spielberg n'avait jamais travaillé, Walt Disney Pictures. Oui, Walt Disney Pictures, la célèbre film aux grandes oreilles, le concurrent le plus féroce de DreamWorks sur le marché de l'animation américain. Autant vous dire que ça a surpris tout le monde lors de l'annonce. Le film peut alors se lancer. Sauf que Robin Williams est mort par suicide. Ça fait toujours bizarre de dire ça, Le rôle sera donc repris par Mark Rylance, qui avait convaincu Spielberg par sa performance dans Le Pont des Espions, et ce sera une jeune Ruby Barnhill qui incarnera Sophie, et dont ce sera le tout premier rôle au cinéma. Pour la modélisation des géants, Spielberg fait appel à la boîte des effets spéciaux de Peter Jackson, Weta Digital. Le challenge principal du film étant de faire interagir le personnage de Sophie avec les géants. Par ailleurs, en parlant des géants, afin d'accentuer la sensation de poids lors de leur mouvement, Terry Notary, un ancien artiste des Cirques du Soleil, avait travaillé sur une combinaison de poids et d'élastique afin que les acteurs travaillent sur leur force et leur souplesse. Tous ces efforts pour qu'au final, le film se plante. C'est l'un des 6 films qui n'a pas remboursé son budget sur le territoire américain. Et c'est l'un de ses plus gros échecs, et même si on compare avec son budget, c'est le plus gros échec de Spielberg de sa carrière. Est-ce un échec injuste? Sommes-nous devant le premier mauvais film de Steven Spielberg? Non. Mais nous allons essayer de comprendre cet échec. De quoi parle ce film? Sophie est une orpheline qui, un soir de ses insomnies habituelles, croise la route du Bon Gros Géant. Une amitié va naître entre ces deux personnages, malgré les autres géants mangeurs de chair humaine. Qu'on se le dise, je peux comprendre l'échec du Bon Gros Géant, qui pour moi a 2 énormes défauts. D'abord, le personnage de Sophie, qui n'est pas assez développé. Je veux dire, on ne se focalise pas assez sur elle, on ne se focalise pas assez sur son histoire.
toute son histoire ne passe que par des dialogues, alors que ce serait bien plus efficace de montrer ce qui lui arrive. Et le fait de ne pas la développer, bah ça a des dommages sur le film, parce que le film se concentre sur la relation d'amitié entre elle et le bon gros géant. Oui, vous m'avez enlevé d'un orphelinat. Vous saviez pas? Non, je n'avais pas remarqué. T'étais heureuse là-bas? Non, je détestais. Oui, parce que la directrice est une incompétente et elle a un règlement de fou et elle nous punit tout le temps. Quoi comme punissement? Elle nous enferme dans une cave. Il y a plein de rats dedans. Oh, la méchante vieille sorcière. Le deuxième gros défaut du film, c'est sa fin. On peut dire qu'elle est assez anticlimatique. En fait, tout s'enchaîne trop vite et la dernière demi-heure est franchement bâclée en termes d'histoire. On ne va pas se le cacher, tout se résout trop rapidement et même les petites choses qui auraient pu amener à des scènes d'enjeu, même ça, ce n'est pas assez mis en avant et ça finit trop rapidement. Mais il y a par contre une chose que l'on reproche au film et que je trouve illégitime. On a souvent reproché au bon gros géant d'être un film trop mièvre, trop enfantin. J'ai envie de dire, est-ce qu'on peut reprocher ça à un film pour enfants? Entendez-moi bien, je ne dis pas qu'un film pour enfants, c'est forcément un film con. Pas du tout. Mais ce film n'est pas con en fait. Il est poétique. Il se focalise sur la poésie de ses séquences et la poésie de ses concepts. Déjà, en termes de poésie, on peut parler de tout ce qui touche aux rêves, la manière de les composer, de les capturer, de classer les thématiques et de les insuffler aux gens. Tous ces concepts sont poétiques et excellemment mis en scène, et en présentant une manière originale. J'aime l'idée qu'un rêve peut être à la fois un être à capturer, un ingrédient de recette, et une idée à insuffler. Et cela est aidé par une photographie et des effets spéciaux magnifiques. De toute façon, je vais vous le dire, en termes de visuel, ce film, c'est un 10 sur 10. Et c'est encore plus magnifique quand on se concentre sur les décors. C'est ici que tous mes rêves apparaissent. Comme je vous l'ai dit, le plus gros défi de ce film, c'était de faire interagir le personnage de Sophie dans un décor de géant. Et le défi est réussi grâce à un savant mélange d'effets numériques et d'effets physiques, le mélange qui gagne toujours. Et ben, Sophie est très bien incorporée dans le décor des géants et ces scènes sont tout simplement magnifiques. Autre chose à retenir, c'est le personnage du bon gros géant. Certes, tout comme le personnage de Sophie, il souffre d'un manque de background. Mais, à la différence d'elle, il y a suffisamment d'éléments sur lui pour le rendre attachant. Son interaction avec les rêves, le fait qu'il se fasse maltraiter par les autres géants, et même sa manière de parler qui fait mélanger des mots. C'est ce genre de détails qui rendent le personnage tout à fait sympathique et attachant, et parfaitement incarné par Mark Rylance. Même s'il est vrai que la voix de Danny Boone apporte également beaucoup. Il y a un truc que j'ai beaucoup aimé dans ce film, c'est le tic du bon gros géant à déformer les mots. Quelquefois, ça donne vraiment un côté poétique à certains des termes qu'il emploie. Par exemple, il ne dit pas des cauchemars, il dit des épouvançonges. Je trouve ça très beau. Mais j'étais tout forcé. Parce que la première chose que tu ferais, c'est gambadiller partout alentour en claironnant la nouvelle à qui veut l'entendre que tu as vu un géant. Et là, ça ferait un grand remue-déménagement sur la Terre. Et tous les hommes de Terre fouilleraient et farfouineraient pour trouver le géant que tu as vu et seraient tout émoustifiés. Ils m'attraperaient et m'enfermeraient dans une cage. Tout ça pour que les gens regardent les animonstres. Tu sais, les hippopotames et aussi les crocodiles et les gyrographes. Et ensuite, ils organiseraient une gigante énorme chasse aux géants, tout ça pour trouver ceux comme moi. En ce qui concerne les thématiques du film,
soyons honnêtes, à part les rêves, il n'en a pas beaucoup. Du moins, le traitement de cette thématique est très superficiel. Et je peux comprendre que ça puisse gêner. Moi, personnellement, ça ne m'a pas gêné. Mais oui, ça aide pas le film. Il n'y a qu'une seule thématique qui est bien traitée, vous l'aurez compris, c'est la thématique de la famille. Et ici, c'est plutôt l'absence de famille qui est mise en avant. Nos deux protagonistes n'ont pas de famille, une parce qu'elle est orpheline, l'autre parce que les gens n'ont pas de parents et qui se rapprochent de pas leur solitude. Et d'ailleurs, il est montré que le rêve de Sophie, son désir le plus profond, c'est d'avoir une famille, ce qu'elle aura à la fin. C'est franchement dommage que ce film n'ait pas eu un petit succès. Honnêtement, j'ai de la tendresse pour le bon gros géant. Enfin bon, ce gadin encouragera Spielberg à revenir sur la retranscription de faits historiques. Et cette fois-ci, ce sera sur la guerre du Vietnam, avec Pentagon Papers. Vous êtes prêts pour qu'on se plonge à niveau dans des histoires politiques ? C'est parti! En 1967, le secrétaire du département de la Défense, Robert McNamara, fait la demande d'un rapport concernant les États-Unis et la guerre du Vietnam. Ce rapport de 7000 pages, nommé United States-Vietnam Relations 1945-1967, a study prepared by the Department of Defense, traduisé par Relations entre les États-Unis et le Vietnam 1945-1967, une étude préparée par le département de la Défense, mettait en exergue beaucoup de conneries que le gouvernement a commis durant la guerre du Vietnam, comme les bombardements et des déploiements non officiels, des mesures pour continuer la guerre malgré le fait que ça n'apportait rien, sans compter que ces rapports mettaient en évidence tous les mensonges des gouvernements sur cette guerre. Ce rapport, vous vous en doutez, a été maintenu secret défense. Mais un jour, une des personnes travaillant pour Rand Corporation, une institution de conseil militaire, décide de voler les rapports, de les photocopier et d'envoyer les copies au New York Times, puis plus tard au Washington Post. S'ensuivit alors un putain de tremblement de terre politique aux États-Unis. Non seulement la population a grondé comme des malades, mais en plus le gouvernement tenta de faire interdire la publication de ces rapports et assigna les New York Times et le Washington Post en justice. Et ce sont ces événements que le film raconte. Il faut savoir qu'il y avait déjà eu en 2003 une adaptation de ce fait divers. En 2003 était sorti le téléfilm The Pentagon Papers. C'est Amy Pascal, l'ancienne présidente de Sony Pictures Entertainment, qui lança le projet en acquérant les droits en 2016 d'un scénario sur le sujet écrit par Lizana. Intéressé par cette histoire, Spielberg négociera pour avoir les droits de s'occuper de la réalisation du film, sachant qu'il travaillait déjà sur un autre long métrage, dont nous parlerons après. Pour interpréter le duo de personnages en tête d'affiche, à savoir le journaliste Benjamin Bradley et la nouvelle présidente du Washington Post, à savoir Katharine K. Graham, Steven Spielberg fera appel à Tom Hanks qui fera officiellement de cet acteur celui qui a le plus collaboré avec Steven Spielberg avec 5 films à son actif, et Meryl Streep qui par contre signera sa première collaboration avec le réalisateur. Le film sera un joli succès pour le réalisateur, dont la critique presse louera le film d'ailleurs. Mérité ou pas? Nous allons voir ça. De quoi parle le film ? Durant la guerre du Vietnam, un rapport accablant sur le bilan de la dite guerre fuite et atterrit dans les journaux du New York Times. Le Washington Post, qui a une nouvelle présidente à sa tête, se met en bourse à ce moment-là. Lorsque le journal reçoit lui-même les documents, la question se pose. Publier ou ne pas publier ? D'aucuns se diraient pourquoi se concentrer sur le Washington Post? Pourquoi pas ne pas se concentrer sur le New York Times qui ont été les premiers à publier les rapports? Ou pourquoi ne pas se focaliser sur Dan Ellsberg, le gars qui a été le lanceur d'alerte de cette histoire? Mais en fait, en regardant le film, on se dit que c'est tout à fait logique. Pour cela, il faut une recontextualisation. À l'époque, le Washington Post, c'était un petit journal local qui venait à peine de se mettre en bourse et qui venait d'avoir une présidente à sa tête. Sachant qu'à l'époque, une femme chef d'entreprise, c'était plutôt rare. Prenez en compte aussi le fait que le Washington Post, par rapport au New York Times, c'était que dalle. Le New York Times avait une énorme force de frappe par rapport au Washington Post.
Et malgré la force de frappe de New York Times, malgré le fait que le New York Times était un journal nationalement apprécié, le gouvernement Nixon a tout fait pour le mettre à terre. C'était une putain de manœuvre d'intimidation sur les journaux plus petits. À ça, en plus, on peut rajouter les problématiques d'impartialité du Washington Post. En effet, la dirigeante Katharine K. Graham avait des relations dans le gouvernement Nixon et est très proche de Robert McNamara, et ça s'ajoutait dans les sources de pression pour la dissuader de publier les révélations des Pentagon Papers. Toutes ces problématiques qui sont abordées rendent les enjeux plus forts et le dilemme plus intéressant. Parce que le New York Times, même s'il était le premier, c'était un journal puissant qui avait l'habitude de rentrer dedans le gouvernement Nixon. Du coup, il était beaucoup plus compliqué de faire paraître les enjeux dans un journal qui avait l'habitude de faire des matchs de boxe avec la Maison Blanche. Car oui, le film a l'intelligence de parler de plusieurs thématiques et de toutes bien les traiter du début jusqu'à la fin. Enfin, de presque toutes bien les traiter. Oui, j'ai un souci avec la partie procès du film. On nous l'ellipse, carrément. Je trouve qu'on ne se focalise pas assez sur ce procès. Montrer quelques scènes qui ont été les détails de comment les journaux se sont défendus, je pense que ça n'aurait pas été de trop. Tout comme ses autres films parlant de politique, Spielberg parvient à nous maintenir captivés dans les enjeux et dans les dialogues, alors que ça parle d'un sujet pas forcément accessible. Et pour cela, il va beaucoup jouer sur le montage, donnant un effet ping-pong à chacune des répliques. Comme les personnages ne sont pas en champ contre champ la plupart du temps, Spielberg se permet de jouer avec la règle des 180%, ce qui nous a donné la meilleure scène du film pour moi, le débat téléphonique. On ne publie pas, je veux dire. Oui, mais Kay n'a rien à perdre. C'est pas étonnant. Pardon, mais nous avons tous tout à perdre si nous ne publions pas. Avez-vous pensé à la réputation du Washington Post? Tout le monde va savoir que nous avions ces documents. Je parie que la moitié de la ville le sait déjà. On aura l'air de quoi si on reste le cul sur nos chaises? On aura l'air tout simplement prudent. On aura l'air de poule mouillée, oui. On sera perdant, le pays sera perdant, Nixon triomphera. Il triomphera cette fois-ci, la fois suivante et toutes les autres fois parce qu'on aura eu peur. Le seul moyen de faire valoir le droit à publier, c'est de publier. Le film se veut très immersif en utilisant des images d'archives, que ce soit des images photos ou vidéos. Mais là où il y a eu aussi un énorme travail, c'est sur les décors. Les décors qui retranscrivent absolument bien les années 70. Que ce soit les environnements, les tenues, la technologie, tout ça est très immersif et ça rend encore une fois tout ça très vivant. Oriental. 5 millions de réfugiés pourraient déstabiliser le Bengale occidental. Au niveau de l'écriture, les personnages sont assez inégaux dans leur traitement. Le duo principal est très bien traité, magnifiquement porté par Meryl Streep et Tom Hanks, ce qui nous donne un excellent jeu d'acteur et une très bonne alchimie, et pas mal de personnages secondaires s'en sortent bien. Même McNamara, qui était quand même le secrétaire d'État à la Défense et qui a participé à ces mensonges, n'est pas diabolisé. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde, le film souffre d'un certain manichéisme. Je veux dire, même Nixon n'est absolument pas montré pour éviter de l'humaniser. C'est dingue. Comprenez, Henry, ce qui me frappe, c'est l'absence totale de scrupules. C'est un acte de trahison de la part des salauds qui ont balancé ça. Je suis absolument certain que ça constitue une infraction à toutes sortes de lois sur la sécurité. On devrait les passer au lance-flammes, les gens qui ont fait ça. Pourtant, le film n'est pas bête dans son écriture, il est même très intelligent. Ça se ressent dans l'exploitation de ces thématiques qui sont non seulement les enjeux directs du film, à savoir la liberté de la presse et une grosse critique sur le gouvernement américain, faut croire que c'était sa période à ce moment-là, mais également d'autres thématiques comme le féminisme. En effet, Spielberg a profité que Katharine Graham soit élue présidente du Washington Post à ce moment-là pour parler de la question des femmes chefs d'entreprise. Et du côté de cette thématique, il y a des moments intelligents et des moments qui en font trop. Les moments qui en font trop sont souvent à la fin du film où le personnage est presque iconisé en figure christique. Ça fait carrément forcing, sans oublier ce dialogue stupide avant le procès. En plus, qu'une femme leur rabatte leur caquet, ça fait plaisir.
Non, sérieusement, c'était pas du tout l'enjeu du procès à ce moment-là, c'est carrément hors sujet ce dialogue. Mais il y a plusieurs passages qui par contre sont beaucoup plus subtils et surtout beaucoup plus réalistes de la représentation de l'époque. Il y a notamment cette scène où je trouve que la mise en scène fait très bien passer le message, où on voit 3 hommes faire pression sur Catherine pour qu'elle prenne la décision qui va dans leur sens, avant qu'elle se lève et la prenne en s'étant libérée de la pression des hommes. J'aime beaucoup cette scène. Nous retrouvons également la thématique préférée de Spielberg, la famille. Et ici, c'est surtout incarné par Katharine Graham, qui obtiendra ce journal qui se transmet de père en fils. En fait, le propriétaire avant Katharine Graham, c'était son mari. Et le propriétaire qui était avant son mari, c'était le père de Katharine Graham. C'est alors que se rajoute l'histoire de l'héritage et de la pression familiale qu'est la direction de ce journal. Car en effet, tout le long du film, on juge Katharine Graham incapable de s'occuper du Washington Post. D'après Kennedy, Phil Graham était l'homme le plus intelligent qu'il ait jamais rencontré. Le fait que ce soit à lui que le père de Kay ait transmis son journal en dit long sur l'homme. Si vous voulez mon avis, ça en dit long sur l'époque. En bref, Pentagon Papers, c'est un film extrêmement intéressant qui, je pense, aura une suite spirituelle, vu que la fin du film se termine sur une évocation du Watergate. Police de Washington, 2e district. Oui, allô, ici Frank Wills. Je crois qu'il y a un cambriolage en cours au Watergate. Nous sommes en 2018, il y a à peine 3 ans. Et je vous ai dit que pendant qu'il réalisait Pentagon Papers, Steven Spielberg était également sur la post-production d'un film qui nécessitait énormément d'effets spéciaux. Nous sommes, et depuis quelques années déjà, dans une période nostalgique de la pop culture. À plusieurs reprises, on cherche à retrouver et on cherche à faire retrouver ce qui faisait le sel de toute la pop culture des années 60 aux années 2000. Certains l'ont fait avec succès, d'autres se sont méchamment plantés. Et c'est là où je pose la question. Qui de mieux que l'un des architectes de la pop culture, celui qui en a été le fer de lance dans les années 80-90, qui de mieux que lui pour réaliser le film qui, pour moi, est le plus bel hommage à la pop culture. Mesdames et messieurs, Ready Player One. Mais d'abord, parlons d'Ernest Cline. Ernest Cline est un jeune auteur qui a connu le succès en 2011 avec le roman Player One, renommé en 2018 en Ready Player One suite au succès du film, et qui aura une suite Ready Player 2 en 2020. Ce livre avait la particularité de faire énormément de références à la pop culture des années 80-90 dans une histoire de science-fiction. D'ailleurs, Spielberg demanda à ce que beaucoup des références qui a été faites à ses propres films soient enlevées. Il voulait pas que ça ressemble à de l'autofellation. Le jour même de la vente, la Warner acquiert les droits d'adaptation et engage Ernest Cline pour le scénario, très vite secondé par Zak Penn. Ce fut en 2015, après avoir pressenti d'autres réalisateurs comme Christopher Nolan, Robert Zemeckis, Matthew Vaughn, Peter Jackson et Edgar Wright, que la Warner décida d'engager Steven Spielberg à la réalisation du film. À la base, il devait sortir en 2017, mais fut repoussé en 2018 car sinon il serait sorti en même temps que Star Wars épisode 8. Pour les rôles, en plus d'engager pour la 3e fois Mark Rylance après Le Pont des Espions et Le Bon Gros Géant, furent engagés Ty Sheridan, Olivia Cook, Ben Mendelsohn, TJ Miller et Simon Pegg. Mais cette fois-ci, pas de John Williams. En effet, John Williams devait travailler sur la musique de Pentagon Papers. Du coup, à la place de John Williams, ce fut Alan Silvestri qui fut engagé. Malgré une bonne presse aux États-Unis, il ne se remboursera pas sur le continent américain. Mais il aura quand même un très bon succès qui lui permettra de se rembourser et de faire de nets bénéfices à l'international. Mais soyons honnêtes, il aurait fallu être un sacré imbécile
pour critiquer le film sans l'avoir vu, pour dire que Spielberg c'était un vieux qui voulait faire jeune, pour accuser le film d'être de superficiel de la pop culture, et jusqu'à aller attaquer un de ses collègues vidéastes en lui disant qu'il a été payé pour dire du bien de Ready Player One. Il aurait vraiment fallu être un sacré connard du nom de Mea. Ah merde, je l'ai dit. Mais était-ce mérité? Voyons cela tout de suite. De quoi parle ce film? En 2045, suite à une succession de crises, la réalité de ce monde est devenue morne et triste. C'est pourquoi la plupart des gens se réfugient dans l'Oasis, un univers MMORPG dans lequel on peut être ce qu'on veut. Le créateur du jeu, Hallyday, a laissé 3 clés pour découvrir un easter egg. Celui qui le trouvera prendra le contrôle de l'Oasis et de la société de Hallyday. Ce film... Vous savez... Jurassic Park est le meilleur film de Spielberg. Je le maintiens. Mais Ready Player One, c'est très spécial. C'est une sorte d'adieu de Steven Spielberg. Pas un adieu au cinéma, non, je dirais plus un adieu à la pop culture, un adieu à un parfum des années 80-90 dont il a été lui-même un architecte, un adieu à cet univers-là. Et pour un fan de Spielberg comme moi, ça a été une véritable connexion. Bon, on va pas commencer comme ça. Le film Ready Player One a 2 gros défauts. Le premier, c'est le personnage d'Artemis. Je veux dire, on nous l'a décrit comme un personnage qui est complexé par son physique, qui est là, non, je ne te montre que ce que tu veux voir, mais en réalité, je suis déception, tout ça. Sauf que Olivia Cooke est beaucoup trop belle pour le rôle. Ça paraît bizarre dit comme ça, mais étant donné qu'on est censé voir un personnage complexé par son physique, la seule chose qu'elle a, c'est une marque de naissance, et encore, c'est pas moche, quoi, mais tout le reste, Olivia Cooke, c'est une bombe. Un physique plus quelconque aurait mieux fait pour la faire. T'as une tache de naissance. Et alors? Pourquoi ça me ferait peur? Et le deuxième défaut, qui est le plus important, est son écriture en termes d'histoire. L'histoire que l'on nous raconte est simpliste, passe par d'énormes facilités scénaristiques, et disons-le franchement, l'histoire de ce film a pas mal de moments stupides. L'écriture de l'histoire du film est vraiment très perfectible. Mais vous savez quoi? Même si ce défaut m'a gêné, même si ce défaut est indéniable, même si je suis très accroché au scénario, ben en fait, je m'en suis foutu. Ce film m'a parlé. Mais bon, ne parlons pas de ça. Les qualités évidentes, et il y en a une qui saute aux yeux, si je puis dire, ce sont les qualités visuelles du film. Ready Player One est le film le plus beau de Steven Spielberg. Oui monsieur, oui madame. C'est très rare, les films graphiquement sublimes et grandioses qui nous présentent des scènes d'action fluides, lisibles et qui gardent tout de leur beauté. Eh bien ce film est une véritable leçon à ce sujet. Ce film ne lésine pas sur les plans grandioses et niveau scène d'action, le film est juste parfait, que ce soit dans le rythme, dans la tension ou même dans l'esthétique. Alors, j'en vois déjà certains me dire, mais c'est de la bouillie numérique. Alors déjà, c'est faux, parce qu'il y a des plans physiques qui sont excellents, qui n'ont rien à envier au plan numérique. Sentez l'appel du réel. X1, sans douleur, pas d'honneur. De deux, c'est pas parce que c'est du numérique qu'il n'y a pas un travail sur les cadres, sur les angles, sur les plans larges, sur les mouvements de caméra, sur la mise en scène. Je dirais même que ça renforce le respect parce que faut une grosse vision artistique pour mettre tout ça en place dans du numérique. De trois,
ce n'est pas beau seulement pour des questions d'image lisse. C'est beau aussi dans une question artistique. Parce que quand le film veut paraître vieux, il sait paraître vieux. Donc déjà, le film parvient à accrocher n'importe quel spectateur au niveau visuel. Mais sa plus grande force, celle qui est réellement captivante, c'est son écriture. Et là, je crois que je vous perds un peu. Je pense que certains se disent « Non mais Draghi, tu te fous de nous, tu nous disais que le film était faible dans son écriture. » Et c'est là où il fallait être attentif, petit spectateur. J'ai dit que le film était faible dans l'écriture de son histoire. Mais si on lit entre les lignes, on se rend compte que ce film a beaucoup plus à offrir. Et on va commencer par le plus évident, les références à la pop culture. Bon, je sais ce que certains d'entre vous se disent. Ah, ces références, ce sont juste des clins d'œil pour appâter les nostalgiques des années 80-90. Je le sais parce que certains se permettent cette critique alors qu'ils n'ont même pas vu le film. De véritables idiots, mais je donnerai pas leur nom, ce n'est pas mon style. Et puis ce serait trop méchant de tacler Mea. Merde. Sauf que voilà, la plupart de ces clins d'œil, je dirais même la quasi-totalité de ces clins d'œil, même les secondaires, ne sont pas dus au hasard. Ce sont des références qui ont été dûment réfléchies et qui ont été posées là justement pour qu'on s'interroge sur la profondeur du film. Quoi, vous ne me croyez pas? Très bien. 10 références. Je vais prendre 10 références du film. Et pas parmi les plus évidentes, hein, comme Shining ou le cube de Zemeckis. Non. 10 références pris aléatoirement dans l'importance et vous démontrer en quoi ils sont pertinents dans leur utilisation. 10 références. C'est parti. La DeLorean du héros. Au début du film, le héros conduit une voiture qui a le skin d'une DeLorean et l'intérieur d'une K2000. L'utilisation de la DeLorean prend tout son sens lors de la deuxième course, car il a les paroles en tête de Hallyday qui demande à retourner en arrière, comme retourner dans le temps. Or, la DeLorean est la voiture qui a permis à Marty McFly de retourner en arrière dans le passé. Passé dans lequel le héros retourne souvent pour trouver les réponses aux énigmes, d'où la pertinence d'utiliser la DeLorean. L'avatar de Nolan. Vous l'avez peut-être pas reconnu, mais dans l'Oasis, l'avatar de Nolan est un Superman dans son costume de Clark Kent. Un Superman inspiré de celui de Christopher Reeve, plus précisément. Pourquoi cet avatar ? Eh bien parce que l'ambition de Nolan est de contrôler l'Oasis, d'en devenir une sorte de dieu. C'est un mégalomane qui se prend pour Superman, renvoyant son image. Mais comme c'est un homme d'affaires et que cet aspect-là est important pour sa personnalité, il veut garder le côté Clark Kent, qui est le plus proche de celle du businessman. La formule magique. Pour activer et désactiver l'orbe, il faut utiliser la formule magique. Anal Nafran Orbaethes Bethad Dod Shel Denma. Les plus cinéphiles d'entre vous auront reconnu la formule magique de Merlin l'Enchanteur dans le film Excalibur de John Boorman. Formule magique dont se sert la fée Morgane contre Merlin et contre les chevaliers pour les empêcher d'atteindre le Saint Graal. Une formule magique utilisée par les méchants pour protéger une relique. La boucle est bouclée. Rosebud. Ce mot Rosebud est un mot utilisé par nos héros dans Ready Player One pour déterminer de quelle personne Hallyday parle dans ses énigmes. Le terme Rosebud, là encore, pour les plus cinéphiles d'entre vous, est le terme énigmatique dont les héros doivent trouver la signification dans Citizen Kane. Dans les deux cas, nous sommes face à des héros qui doivent trouver la signification de quelque chose qui peut être potentiellement une personne. We are not gonna take it. Lors de la bataille finale, cette musique est jouée. Quand on sait que la chanson est une chanson de révolte d'une génération de jeunes contre ceux qui ont le pouvoir, bah en fait l'utilisation s'impose d'elle-même. La moto d'Akira. La moto d'Artemis est clairement évoquée comme étant la moto de Kaneda dans le film d'animation Akira. Or, dans le film Akira, Kaneda rejoint une faction rebelle pour tenter de lutter contre un pouvoir oppressif qui se sert de son influence pour avoir le pouvoir. Ce qui est exactement la même chose pour la faction rebelle d'Artemis. Le Gundam et le géant de fer.
Pour le coup, je triche un peu, car il s'agit de 2 clins d'œil mais ayant la même signification symbolique. En effet, dans les 2 cas, il s'agit de machines géantes qui se battent pour la défense de l'humanité contre une technologie, d'autres Gundam pour l'un et un bombardement pour l'autre. Et dans les 2 cas, il y a un sacrifice qui est opéré, les 2 mourant en héros pour l'humanité. J'aurais pu d'ailleurs y ajouter le pouce du Terminator dans ce même symbolique, mais fallait pas abuser dans la tricherie. Tiens, en tant qu'on est dans la bataille finale. Mecha Godzilla. Lors de la bataille finale, Nolan se sert d'un Mecha Godzilla pour lutter contre l'armée des héros. D'aucuns se demanderaient pourquoi Mecha Godzilla spécifiquement. Eh bien, Mecha Godzilla est à l'origine une copie factice de Godzilla créée pour de mauvaises intentions et combattre le héros emblématique Godzilla. Ce qui est directement un écho aux méthodes de Nolan qui se sert de la nostalgie et de la pop culture à des fins mercantiles ou pour simplement détruire les héros. Les aventures de Buckaroo Banzai dans la 8ème dimension. Lorsque Parzival choisit sa tenue pour aller en boîte avec Artemis, il choisit d'y aller dans sa tenue de Buckaroo Banzai. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Buckaroo Banzai, c'est l'histoire d'un neurochirurgien qui arrive dans une nouvelle dimension grâce à son invention et dont le méchant veut se servir pour ses propres fins. Nouvelle dimension, invention qui permet d'y accéder, méchant qui veut s'en emparer pour ses propres desseins. Ça connecte ou bien? La réplique de Lex Luthor. Je voulais terminer par celui-là car cette réplique est celle qui m'a conforté dans cette analyse et m'a donné raison. Dans Superman de Richard Donner, il y a cette réplique. Certaines personnes liront Guerre épée et n'y verront là qu'un simple fait divers. D'autres liront un paquet de chewing-gum et verront les secrets de l'univers. Et il se trouve que c'est la réplique préférée de Hallyday. Que veut dire cette réplique? Eh ben cette réplique, c'est l'intention du film. C'est Spielberg qui nous dit de regarder au-delà de ce que l'on nous montre. Et quand on regarde au-delà de ce que nous montre ce film, c'est vertigineux. Nous avons bien évidemment toutes les thématiques liées aux jeux vidéo, et ce type de thème a un traitement impeccable, entre le pourquoi on se met aux jeux vidéo, l'aspect imaginatif, les mécaniques de gameplay, l'addiction aussi que l'on peut y ressentir, et qui peut être dangereux. Le film est très clairement une représentation fidèle, et l'hommage le plus pertinent que l'on peut prendre aux jeux vidéo, que ce soit dans le fond que dans la forme, que ce soit dans ses bons côtés comme ses mauvais côtés. Mais le film ne parle pas que de jeux vidéo, il parle également de beaucoup de thématiques, dont la famille. La famille qui a la raison pour laquelle le héros se réfugie dans l'oasis, étant donné qu'il a perdu ses parents et qu'il n'est pas proche de sa tante. Et du coup, il se réfugie dans l'oasis pour retrouver une sorte de famille, un clan. Et le film se permet également quelques sympathiques subtilités. Par exemple, le personnage de Ash dans le film. Il est tenté à un moment donné d'embrasser une femme dans le Shining. Sauf que Ash, dans la vraie vie, c'est une femme. On vous a introduit un personnage lesbien, vous l'avez pas vu venir, vous avez rien senti. Mais il y a autre chose. Le film ne se contente pas de parler de jeux vidéo. Il parle de toute la pop culture et de tout ce qu'elle implique. Il parle de ces jeunes qui ont été élevés dans la pop culture et qui ont développé leur imaginaire là-dessus, au point de vénérer les architectes de cette pop culture. Et quand on pense à certaines personnes fans de Disney, de Burton, de Kojima, de Stanley, ça tombe très vite sous le sens. Ce film parle également de l'industrie de la pop culture, de ses bons et de ses mauvais côtés, de ses employés qui travaillent vraiment de tout leur cœur car ils aiment cette pop culture pour ses univers imaginatifs et ses sources de création et d'inspiration. Il parle également de ces patrons industriels qui se servent de ces artistes pour leur soutirer leur talent et leur pomper leur fric. Leur politique de faire payer les consommateurs, de mettre des pubs partout, de jouer sur la nostalgie pour tenter d'amadouer les amateurs de pop culture. Enfin, ce film part des architectes de la pop culture, de ceux qui ont construit en étant à la base des créatifs imaginaires qui voulaient créer une autre dimension. Spielberg, dans ce film, parle de lui. Il parle à travers ce film. Il parle à travers le personnage de Hallyday. Je pense même que le personnage de Ogden Morrow est une représentation de son ami George Lucas au vu d'une de ses répliques, sachant qu'en plus des références à Star Wars devaient être ajoutées. Mais Disney n'a pas voulu céder les droits. Spielberg se sert du personnage de Hallyday pour nous parler, pour nous transmettre un message. Un message que je ne peux pas m'empêcher de trouver triste. Il nous montre que Spielberg voulait créer de l'imagination,
qui voulait créer un univers pour les gens. Il nous montre également qu'il est nostalgique des temps où c'était juste réaliser de grands films créatifs. Mais deux choses sont à retenir. Déjà, à plusieurs reprises, Hallyday rappelle l'importance de rester dans le réel. Que le réel, au final, c'est la seule réalité. Parce que la réalité est réelle. Tu comprends ce que je te dis? Et surtout, c'est le seul film dans lequel un personnage représentant Spielberg meurt. Pour moi, le message est clair. Le Spielberg des années 80-90, celui qui nous a fait rêver, celui qui a créé des chefs-d'œuvre, qui nous a émus, émerveillés en étant un architecte de la pop culture, tout ça, c'est terminé. Comme je le disais, ça ne veut pas dire que Spielberg va arrêter le cinéma, mais il ne veut plus être le Spielberg qui est l'artiste de la pop culture. Il veut être le Spielberg qui filme les gens, qui filme le réel, qui filme la vraie vie. Il n'y a qu'à voir ses futurs projets. Spielberg n'a jamais nié qu'il se plaisait plus à la réalisation de films intimistes, de films réalistes, que de films grand budget de divertissement de la pop culture. Il a démontré à plusieurs reprises. Et d'ailleurs, son prochain projet va encore parler de la vie des gens, puisque ce sera un remake de la comédie musicale West Side Story. Et le coup de grâce de cette période, c'est Indiana Jones. Vous savez, Indiana Jones, la saga dont Spielberg est le papa. La saga dont Spielberg a réalisé chacun des films. Et ben, Indiana Jones 5, ce sera pas Spielberg qui le réalisera. Ce sera James Mangold. Vous vous rendez compte de la portée de ce message? Mais il ne dénigre pas cette période. On sent qu'il a aimé être ce réalisateur, qu'il a aimé être le réalisateur qui nous vend du rêve, qu'il a aimé être un architecte de la pop culture. Et ça se voit quand il remercie ses fans, quand il remercie d'avoir joué à son jeu, ou plutôt qu'il remercie ses fans d'avoir vu ses films, en regardant la caméra avant de disparaître. Est-ce que Hallyday est vraiment mort? Ouais. Alors qu'est-ce que vous êtes? Au revoir, Parzival. Merci. Merci d'avoir joué à mon jeu. Quelque part, ça m'attriste. Ça m'attriste de me dire qu'on ne verra plus ce Spielberg qui crée de l'imagination. Ça m'attriste. Mais ce n'est rien par rapport à la reconnaissance pour ces films, pour ce qu'ils m'ont apporté. J'ai grandi avec les films de Spielberg. J'ai suivi ses ratés, ses réussites. Je ne dis pas qu'il est un réalisateur parfait. Personne ne l'est. La plupart du temps, ses films manquent énormément de subtilité et sont bourrés de facilité scénaristique. Un défaut qu'il a dans tous ses films. Mais le cinéma de Spielberg, c'est un cinéma qui me parle. C'est un cinéma dans lequel je me retrouve, dans lequel je ressens une connexion. Surtout quand on voit la maîtrise de tous les genres qu'il apporte. Et pourtant, à chaque fois, ça fait mouche chez moi. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. L'art, c'est subjectif. Vous pouvez peut-être trouver que j'embellis beaucoup trop les films de Spielberg. D'ailleurs, je pense que certains d'entre vous détestent certains films de Spielberg que j'ai présentés durant cette rétrospective. Mais voilà, Spielberg, c'est mon cinéma. Et le but de cette série de vidéos, c'était de vous montrer pourquoi. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vert si c'est le cas et à partager sur les réseaux sociaux et à laisser un commentaire.
D'ici là, en espérant qu'on pourra se retrouver au cinéma quand cette vidéo sortira, je vous dis ciao.